Il est 10h ici à Paris. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Voici les titres de ce mercredi. Qui de la Chine ou des États-Unis est la superpuissance du 21e siècle? Donald Trump est en ce moment en route pour Pékin où il est attendu par Xi Jinping. Première visite depuis 2017 d'un président américain. Ce sont les rapports entre Pékin et Washington pour les prochaines années qui se jouent sur le terrain commercial comme stratégique. Le président américain arrive fragilisé par la guerre au Moyen-Orient. Faut-il s'inquiéter de l'hantavirus? Traumatisé par la crise Covid, les opinions publiques mondiales se posent la question. Il n'y a pas de circulation diffuse du virus, assure le président Macron. Les 11 cas recensés sur la planète seront pris en charge. La patiente française est en ce moment dans un état grave, toujours à l'hôpital Bichat, à Paris. Et puis du cinéma aussi au programme avec le début de la compétition officielle pour la Palme d'Or au Festival de Cannes. 22 films sont en lice pour la récompense suprême. On en fera peut-être un jour un film dans Parlons-en aujourd'hui. Le casse du siècle, celui du Louvre, c'était le 19 octobre dernier. Les bijoux de la couronne volés dans des circonstances rocambolesques en pleine journée, en plein Paris. C'est aujourd'hui que la commission d'enquête parlementaire montée après le vol rend ses recommandations pour éviter qu'un tel affront ne se reproduise dans un monde où l'or est plus convoité que les plus grands chefs-d'œuvre. Pour en parler aujourd'hui, deux invités dont une qui est en retard, mais vous êtes là, Tristan Valex. Bonjour Tristan. Ciel mes bijoux, c'est Parlons-en aujourd'hui. Mais c'est parti. Et bonjour Tristan Valex. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef et présentateur de Complément d'enquête sur France 2. Vous avez consacré le dernier numéro de l'émission à l'affaire. Il est visible en ligne sur le site de France Télé. Un documentaire intitulé Dans les coulisses du casse du siècle, réalisé par Pierre-Stéphane Faure, Henri Dreyfus et Marielle Crook. Et bonjour Patricia Tourangeau. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau. Vous avez fait une arrivée en trombe. Vous êtes journaliste spécialiste des crimes et des faits divers bien connus, bien sûr, et autrice du casse du Louvre dans les coulisses du musée mythique qui vient de sortir tout juste aux éditions du Seuil. Bienvenue sur ce plateau. La règle des 4-8 en à peine 8 minutes le 19 octobre dernier. Un commando est donc parvenu à voler 8 bijoux de la couronne. Il en a perdu un en chemin à valeur estimée 88 millions d'euros grâce à un monte-charge, 2 disques sans fil et 2 scooters. Vous avez montré, Tristan, dans Complément d'enquête, une scène absolument sidérante qu'on n'avait jamais vue jusqu'ici. La caméra de vidéosurveillance de la galerie d'Apollon du Louvre. On y voit les 2 cambrioleurs qui opèrent en présence des gardiens du Louvre qui ont consigne de ne pas intervenir. Ça vaut de regarder la séquence en entier. C'est parti. Ces images de vidéosurveillance sont exclusives. Un premier cambrioleur pénètre par la fenêtre qu'il a découpée. L'homme vêtu d'un gilet jaune, cagoulé, se précipite vers une vitrine de bijoux qu'il a manifestement repérée à l'avance. Il est rejoint par un complice casqué qui en cible une autre. Les gardiens ont évacué la galerie en urgence et donné l'alerte. Ils informent le PC Sécurité en direct. Les agents de surveillance du Louvre ne sont pas armés. L'un des gardiens se saisit d'un poteau, hésite à s'approcher des voleurs. Le protocole du musée est strict. Pour se protéger, les agents n'ont pas le droit d'intervenir. Après quelques secondes d'hésitation, sa chef d'équipe le rappelle finalement. Munis de disqueuses à béton, les voleurs s'attaquent aux verres blindés des vitrines qui, pour le moment, résistent. Un premier coup de poing, la vitrine tient toujours.
L'homme est aux aguets, mais toujours aucun policier en vue. Après 2 minutes de découpe, le verre blindé finit par céder. Sans ménagement, l'homme se saisit des parures et les jette dans sa sacoche. Voilà, et puis on connaît la suite, la fuite, on va y revenir, toujours par le mont de charge et puis la fuite en scooter. C'est des images sidérantes. On aurait voulu en faire un film, on n'aurait pas fait mieux. Oui, c'est pour ça qu'on a décidé de les montrer intégralement. Justement, ça dure 3 minutes 19. Alors, c'est long à la télévision, mais c'est très court, en fait. Dans la vraie vie, on voulait montrer effectivement la facilité déconcertante avec laquelle les cambrioleurs avaient agi. Il faut voir que là, ils n'ont pas d'armes, en fait. Il y a cette disqueuse. Alors, on a un témoignage d'une gardienne qui nous dit qu'elle avait cru que c'était une tronçonneuse, donc qui aurait pu être pris pour une arme. Mais en fait, ça n'est même au sens pénal du terme. L'enquête n'a pas été ouverte pour braquage. C'est un casse, c'est un cambriolage parce qu'il n'y a pas eu de violence. Et on voit effectivement que les agents, quand on voit ce plan large, hésitent à intervenir. Mais ils ont pour consigne de ne pas intervenir. Ils doivent juste sécuriser le public. Et c'est pour ça que d'un point de vue pénal, c'est juste un casse, un cambriolage, un vol sans arme, même pas d'arme par destination. C'est-à-dire que même la disqueuse qui aurait pu être prise pour une arme n'a pas été utilisée comme telle. Et quand on les voit avancer vers cette vitrine, on comprend qu'en fait, ils savent que ça n'est absolument pas une préoccupation. Il ne va rien se passer, que personne va leur tomber dessus. Il n'y aura pas de gardien, ils ne se retournent pas une seule fois pour voir si quelqu'un est dans son angle mort. Imperturbable, ces cambrioleurs. Patricia, c'est vrai que ce qui frappe, et c'est ce que vous racontez dans votre enquête, c'est le culot qu'il faut pour monter une opération. Le culot et le sang-froid. Parce que les mecs, quand même, ils arrivent, ils savent exactement où ils vont. On le voit sur les images. Ils vont directement à une vitrine sécurisée au milieu avec les joyaux de la couronne, et puis l'autre passe derrière. Ils savent où ils vont. Ils savent effectivement qu'il n'y aura pas tellement de sécurité pour les en empêcher. Ils savent que la vitre de la porte-fenêtre de la galerie d'Apollon est très fragile. Et d'ailleurs, ils la cassent à la disqueuse en moins d'1 minute. Et hop, ils rentrent. Et ensuite, 2 minutes et quelques pour les vitrines blindées. Donc, ces mecs-là, ils ont quand même préparé leur coup. Ils n'ont pas forcément fait de repérage à l'intérieur de la galerie d'Apollon. A priori, en tout cas, on n'en a pas les marques, quoi. Voilà. Et je doute. Enfin, les bandes vidéo du Louvre, ils les gardent pas longtemps. Et puis, elles sont en général pas bonnes. Donc voilà, tout ça s'est passé. En revanche, les vitrines et leur contenu, bien sûr, étaient connus de tous depuis bien longtemps, car cette galerie est bien sûr très célèbre au Louvre. Et puis, si on rembobine un petit peu, culot toujours de ce vol en pleine journée. Alors, c'est un dimanche matin, mais le Louvre est ouvert comme tous les dimanches. Installer ce mont de charge en plein Paris, en pleine journée. Les types se sont dit, personne va trouver ça étrange. Exactement, et ils sont habillés en ouvriers. Et ça de se mettre en chasuble comme ça, en gilet jaune, c'est assez bien vu parce qu'il y a tellement de travaux dans Paris, tellement d'échafaudage en permanence, que voilà, un camion de déménagement qui se gare à contresens devant la façade du Louvre, en fait. Vous dites que c'est très français, en fait. Ça n'a étonné personne. C'est fou quand même. Mais je pense que ces voleurs-là ont le tuyau, bien évidemment, ils savent des choses, mais ils ne sont pas si bien renseignés que ça. Parce que pendant l'enquête, j'ai vu que les gardiens, en fait, si les voleurs arrivent 10 minutes plus tard, c'est l'heure de la première pause des gardiens. Et donc, dans la galerie d'Apollon, il n'y a plus que 1 ou 2 agents. Si ils volent, ils cambriolent à 9h du matin, là, ils n'ont pas les visiteurs, ils n'ont pas les touristes. Et c'est le changement d'équipe des agents du Louvre, avec des alarmes qui résonnent de partout. Donc là, à mon avis, ils passent totalement inaperçus. C'est tout à vrai. C'est-à-dire que même les vitrines, les présentoirs qu'ils ont ciblés étaient absolument pas les présentoirs qui avaient les pièces qui avaient le plus de valeur. C'est-à-dire qu'en faisant 4 mètres de plus, ils pouvaient avoir des bijoux qui potentiellement valaient beaucoup plus. Donc c'est ça. Il y a le fameux diamant, le Régent, qui est énorme, 426 carats, qu'ils n'ont pas choisi. On ne sait pas pourquoi. Alors 140 carats, parce qu'il a été retaillé depuis. Non, mais ça, c'était à l'origine. Mais dans la vitrine d'à côté,
aussi sécurisé, mais voilà, pas plus. Il y a ce diamant qui tient dans la poche, qui est plus facile à extraire et qui vaut, je crois, 156 millions d'euros. Alors que là, sur les 8 joyaux, on est à 88 millions d'euros. Et ça, je comprends pas bien. Et la gardienne Sophie, justement, que j'ai aussi interviewée, elle me dit que quand elle a vu le premier homme casqué avec sa tronçonneuse, enfin sa disqueuse en fait, il était à côté d'une vitrine plus ancienne où il y avait les trésors de la couronne, où il y avait les gemmes de Louis XIV, mais absolument ravissants et avec beaucoup plus de valeur que les joyaux qui ont été volés. C'est étrange. Et c'est pour ça que c'est un mélange. On se demande souvent, et la question est souvent posée, est-ce que ce sont des pieds nickelés, est-ce que ce sont des gens hyper bien préparés? Oui, on a manifestement affaire à des gens qui... un peu des deux, en voilà, fait. Un peu des deux. Qui avaient déjà été condamnés pour certains pour vol à main armée. On a des gens, vu le sang-froid, on voit qu'ils savaient faire, on va dire. En revanche, est-ce que c'était une grande organisation qui sont venus 15 fois pour repérer au Louvre? Manifestement, c'est pas le cas. Cette galerie, c'est aussi cette gardienne qui raconte, elle était appelée la galerie d'Apollon, la galerie des TikTokers. Parce qu'en fait, il y a énormément d'images qui circulent sur les réseaux sociaux où on voyait les joyaux de la couronne et il n'y avait pas forcément besoin de venir sur place pour finalement savoir à peu près ce qui se trouvait à l'intérieur. Ils ont quand même réussi leur coup. Alors, entre-temps, ils ont quand même abandonné un diadème qui a été écrabouillé pour l'occasion. La couronne d'Eugénie qui a passé un sale quart d'heure, mais qu'un des voleurs a abandonné sur le passage. Ils sont quand même parvenus à 30 secondes près. Les policiers seraient arrivés, mais ils ont réussi leur coup. Et ils l'ont tellement bien réussi qu'à ce jour, les joyaux ne sont toujours pas retrouvés. Et on va y revenir, bien sûr. Alors, justement, oui, allez-y. Non, le côté pieds nickelés, les gens ont dit côté pieds nickelés, bon, ce ne sont pas des pieds nickelés, mais ils commettent des erreurs dans leur fuite, parce que leur fuite se fait en catastrophe. Du coup, leur projet d'incendier le camion nacelle avec les objets compromettants, ils n'y arrivent pas, en fait. Et heureusement, parce que là, ça aurait été une vraie catastrophe pour le Louvre, je pense. Et c'est comme ça qu'on les a retrouvés. Oui, parce qu'il y avait de l'ADN, ils ont laissé un gilet jaune, les 2 disqueuses, un talkie-walkie. Et ils se font filmer tout le long du trajet. C'est-à-dire que même quand ils arrivent à Aubervilliers, dans une planque qu'ils connaissent, manifestement, parce que c'est près de leur domicile, et ils ouvrent et ils regardent, ils admirent les bijoux en étant captés par des images. Et c'est la dernière photo à ce jour connue des bijoux. Exactement. Présentée comme telle. 1 heure après le cambriolage. Mais quand même, ils sont... ils avaient des véhicules relais, ils avaient des points relais où il y avait d'autres véhicules faussement plaqués, d'autres scooters, d'autres un Citroën Berlingot blanc. Ils n'ont pas été suivis à la trace comme ça. Et à un moment donné, les vidéosurveillances, donc la police judiciaire, les perd dans les Yvelines, dans un coin qui n'est pas pourvu en caméra en fait. Donc on se concentre depuis 7 mois maintenant que dure l'enquête sur ces 4 hommes. Est-ce qu'il y a eu... Oui, il y a eu d'autres interpellations, mais à ce stade, en plus des 4, il n'y a pas eu d'autres interpellations, autant pour moi. Enfin, il y a une femme aussi. Voilà. Donc ils sont aujourd'hui, j'imagine, en détention provisoire. Et donc parmi ces 4, il y a ce fameux Doudou Cross-Bitume dont on a beaucoup parlé et sur lequel le complément d'enquête est revenu. On va regarder un autre extrait du film. Si ces pierres royales étaient démontées ou retaillées, pourrait-on les identifier? Nous avons découvert qu'émeraude et saphir n'avaient jamais été point commun. Aubervilliers, au nord de Paris. Ici, tout le monde connaît le suspect au profil le plus expérimenté, Abdoulaye, alias Doudou Cross-Bitume. La police le suspecte d'être le malfrat au gilet jaune. Multicondamné par la justice, il a passé plus de 4 ans en détention pour des braquages, notamment de bijouterie. Sur les réseaux sociaux, l'homme est devenu célèbre pour ses vidéos de rodéo urbain, postées à la fin des années 2000. La vie de ma mère, lui, c'est vraiment Doudou Cross-Bitume pour de vrai, les gars. C'est Doudou Cross-Bitume, ok? Les gars, c'est une vraie légende. C'est quelqu'un de très sportif, très sportif. Il court, il fait des pompes, il met sa petite musique. Vraiment, il est là à 100% pour l'équipe. C'était un peu une star à Aubervilliers Ouais, on peut dire ça, un peu une star à Aubervilliers. Franchement, dès qu'il sortait la moto, voilà, tout le monde était là à le regarder, à voir ce qu'il faisait, roue arrière et tout. Donc, c'était spectaculaire.
Voilà, donc cette bande vient d'Aubervilliers, ou en tout cas ils ont tous des connexions avec Aubervilliers. Vous avez tous les deux enquêté sur ces 4 personnages. De ce Doudou Cross-Bitume, que sait-on, Patricia ? On sait qu'il a grandi dans le quartier le plus pauvre et le plus déshérité d'Aubervilliers, qui est le quartier du Landy. Qu'il est issu d'une famille, il a 22 demi-frères et sœurs, que le papa avait 3 femmes, etc. Le père était originaire du Mali. Et on sait que depuis tout petit, depuis très jeune, il fait du rodéo urbain et qu'il est une star. Il est devenu une star dans sa commune parce que depuis 20 ans, il poste des vidéos sur les réseaux sociaux. C'est un précurseur, quoi. Et que c'est quelqu'un qui est quand même assez malin, qui rend service, qui a toujours la banane, qui est serviable. Donc, il est apprécié localement. Il a un casier judiciaire, mais ses Oui. proches disent, et vous disent, raconte Tristan au réalisateur du film, qu'il s'était un peu rangé quand même ces dernières années. Alors, il s'était rangé officiellement, Ouais. mais a priori, on ne savait pas bien de... Il bricolait, dit Patricia, je crois. Il faisait des bricoles. Taxi clandestin, je crois, mais effectivement, c'était pour un des copains de Doudou Cross-Bitume, son avocat a dit que c'était un usager régulier du service public de la justice. Voilà. Je crois que ça veut tout dire. C'était des gens qui étaient, effectivement, c'était ni des gens complètement rangés. On n'est pas dans le grand banditisme. Ni dans le grand banditisme. Tout dépend ce qu'on entend par grand banditisme. En tout cas, c'était effectivement, c'est quelqu'un qui a déjà été arrêté, condamné à plusieurs reprises pour vol à main armée. Il avait déjà braqué et reconnu sa culpabilité dans des braquages de bijouterie. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui, on n'a pas affaire non plus à de la toute petite délinquance. Et le vol à main armée de la bijouterie de Barbès avait été requalifié. Il avait fait valoir que les armes étaient des répliques. Et donc, il n'a pas été jugé aux assises, mais que en correctionnel. Et il avait été condamné à 3 ans, ce qui n'était pas... Donc, c'est pas un braquage. Il n'est pas condamné comme... Et pour le vol du Louvre, il n'y avait pas d'armes. Il n'avait pas d'armes sur... Non. Et les 20 témoins, visiteurs, agents qui ont été interrogés par la police, tout le monde dit on n'a pas été menacé. Oui, c'est ça qui a été dingue dans cette histoire, c'est qu'on a dit effectivement, je crois que même dans le premier tweet de la ministre de la Culture de l'époque, Rachida Dati, elle dit braquage au Louvre, alors qu'en fait, pénalement, il n'y a pas de braquage. On s'est dit parce qu'il n'y a pas forcément, d'armes. pour qu'il y ait une institution, le musée le plus visité au monde, qui soit ciblé par les cambrioleurs, on a forcément à faire un grand réseau avec des instigateurs, quelque chose d'extrêmement bien préparé, des armes, etc. Alors qu'en fait, c'est relativement simple. On a affaire à des gens qui sont effectivement qui ont déjà commis des vols, mais qui ont préparé de manière assez modeste, qu'on fait manifestement pas de repérage et qui n'avaient pas forcément besoin d'avoir un réseau derrière eux pour pouvoir commettre ce délit. Alors justement, qu'est-ce qu'ils disent aux enquêteurs, ces 4 Mais justement, le fantasme des gens, parce que c'est grandiose, c'est exceptionnel, c'est incroyable d'attaquer comme ça le Louvre. C'est un affront. Le musée Monde, oui, c'est un affront, c'est une forme de défi. Du coup, les gens, les experts, sur les plateaux télé, etc., tout le monde imaginait le collectionneur richissime, le commanditaire milliardaire qui voulait ces joyaux de la couronne, qui les avait demandés. Or, l'enquête démontre pour l'instant qu'il n'y a peut-être pas de commanditaire. Alors eux, Abdoulaye alias Doudou Cross-Bitume et le deuxième de la galerie d'Apollon, ils invoquent en fait un donneur d'ordre. Alors Doudou Cross-Bitume dit ce sont des mecs typés pays de l'Est avec l'accent slave qui m'ont approché 2 jours avant le cambriolage dans un jardin où je fumais un joint à Aubervilliers et qui m'ont proposé un cambriolage en échange de 10 à 15 000 euros et qui m'ont fourni un gilet orange et les clés j'étais chargée de conduire un camion nacelle. Donc le mec, il endosse la conduite du camion alors que vraisemblablement c'est pas lui et il invente ses slaves. Et le deuxième, lui, il parle d'un Marocain qui s'appellerait Lazer. Les enquêteurs y croient pas. On est même allé plus loin que ça. Il y a même, c'était François Hollande qui, sur un plateau de télévision, avait dit ça ressemble, il y a peut-être de l'ingérence étrangère derrière ça. C'est-à-dire qu'effectivement, ça paraissait tellement impensable qu'une institution comme le Louvre soit ainsi tournée en ridicule, sans être méchant, qu'il fallait forcément que ce soit quelque chose d'incroyable. Et pour le coup, la piste de l'ingérence étrangère, Pierre-Stéphane Faure, notre réalisateur, a interviewé la procureure de la République de Paris il y a 15 jours, juste avant la diffusion. Elle dit pour le coup cette piste-là, elle est écartée. Mais oui. Commanditaire, on a
pas de certitude, mais on se dirige plutôt vers pas de commanditaire et a priori quelque chose qui s'est fait entre ces 4 Donc personnes. un groupe restreint Voilà. qui s'est auto-lancé sur le projet. Il est possible qu'ils aient contacté au préalable un reseller, un fourgue, pour savoir pour écouler la marchandise, pour écouler les diamants d'un côté et l'or de l'autre. Mais même ça, on n'en est pas sûr. Normalement, un groupe, un minimum aguerri, c'est écouler les bijoux, donc à un reseller. Mais eux, on ne sait pas, c'est le mystère. Parce qu'effectivement, la question que tout le monde se pose, entre autres questions, c'est que sont devenus les bijoux. Il y a plusieurs hypothèses, mais l'une des difficultés, et je l'ai appris en regardant le complément d'enquête, c'est que ces bijoux, si on part sur l'hypothèse d'un démantèlement des pièces, l'or d'un côté, les pierres précieuses de l'autre, il y en a plusieurs milliers, des émeraudes, on en a dit beaucoup, des saphirs, des diamants, sont intraçables, car ces pierres n'ont pas de carte d'identité. On va regarder un autre extrait de complément d'enquête. Si ces pierres royales étaient démontées ou retaillées, pourrait-on les identifier ? Nous avons découvert qu'émeraude et saphir n'avaient jamais été expertisés par des gémologues. Cela aurait pourtant permis d'en lister les caractéristiques uniques. Est-ce que si les pierres étaient vendues d'une manière ou d'une autre, est-ce qu'elles ont un passeport ? Est-ce qu'on peut les reconnaître ? Est-ce qu'elles ont été expertisées ? Non, elles n'ont pas de passeport, non. Ça n'a pas été fait, non. Et pourquoi ? Parce que la question ne s'était pas posée jusque-là, voilà. On sent la gêne de la directrice adjointe du département des objets d'art qui dit devant la caméra que ces pièces sont intraçables. Ouais, c'est le risque, effectivement, s'ils sont remis. Alors, on a un discours des autorités qui est très optimiste. Même la procureure de la République de Paris dit, mais évidemment, on va les retrouver. Effectivement, le problème, c'est que comme il n'y a pas de passeport, s'ils sont écoulés, on les retrouvera probablement jamais. Alors, les hypothèses, Patricia, sur ce qu'ont pu devenir les ces bijoux. hypothèses, donc il y a celle d'un commanditaire qui aurait demandé ses joyaux. On n'y croit pas. On n'y croit pas. La deuxième hypothèse, c'est qu'ils ont un reseller quelque part et que possiblement ils lui ont donné les bijoux. Et qu'il va les découper pour les revendre ? Probablement, mais moi je crois plus à la troisième hypothèse, à savoir qu'ils font oublier ces bijoux dans tous les vols d'œuvres d'art. On voit qu'il y a une période d'oubli, parfois pendant très longtemps, plusieurs années, et qu'on retrouve parfois l'œuvre d'art au bout du monde en fait. Elle revient par un autre circuit. Et là, possiblement, ils ont pu les cacher, peut-être à Aubervilliers. Il y a un enquêteur qui me dit... Ils ont bien été capables de planquer un camion nacelle pendant 9 jours à Aubervilliers sans que personne s'en aperçoive. Camion nacelle, pour la petite histoire, qu'ils ont volé à Louvre avec un S, dans le Val d'Oise. Et là, franchement, au départ, je pensais que c'était une simple coïncidence, parce que le jour du cambriolage, quand même, le loueur de ce camion qu'il avait perdu, qui avait posté sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, si vous voyez passer mon camion nacelle qui a été volé, dites-le moi, eh ben, le mec, il reconnaît son camion volé devant la façade du Louvre. Donc, il se manifeste à la police. Et on comprend tout de suite qu'il a été volé à Louvre, dans le Val d'Oise, avec un S. Bon. Et moi, je pense que c'est une coïncidence. Et après, en enquêtant, je m'aperçois, non. Ce loueur de véhicules de déménagement, il est basé à Paris 18e. Et c'est un certain Oussama Diallo, donc un pseudonyme, qui l'a contacté, qui a insisté à plusieurs reprises, parce que son déménagement, soi-disant, avait lieu à Louvre, la commune avec un S dans le Val d'Oise, qu'il fallait lui amener le camion là. Et donc, quelqu'un est venu leur apporter le camion, et là, voilà, le camion a été braqué. Du camion, ouais. et voilà, donc ils l'ont fait exprès. Culot, on y revient. Un petit pied de nez. Un petit pied de nez. Voilà, un pied de nez géant. Et moi, je dis, là, les mecs, ils ont voulu entrer dans la légende. Ce que vous dites, Patricia, qui étaye l'hypothèse de faire dormir les bijoux quelque part, c'est que ils ont peut-être calculé le risque qu'ils prenaient, le risque judiciaire, et que ça expliquerait... C'est ce que m'expliquent des très proches de cette petite équipe d'Aubervilliers, c'est que ce ne sont pas des mecs qui flambent, ce sont des mecs qui ont tous des enfants, qui galèrent,
Parce que le deuxième de la galerie d'Apollon, quand même, il a été ripper, collecteur de éboueur, il a été livreur. Lui, il a que des petits délits routiers sur son casier judiciaire, il a juste un vol. C'est des mecs qui ont besoin d'argent pour faire vivre leur famille. Voilà, donc il est possible, leurs proches me disent, les mecs, ils calculent, et ils ont une idole quand même, qui est Tony Musulin, qui était le convoyeur de fonds de la société Loomis à Lyon, et qui avait en fait volé le chargement, l'argent de son camion, ce qui était un vol simple. Et on n'a pas retrouvé tous les millions. Pas tout, non. Il a volé 11,6 millions et en fait, il y a 2,5 millions qui n'ont pas été retrouvés. Et donc il a fait ses années de prison et peut-être que derrière, il a récupéré l'argent. Et ça, ils sont très admiratifs à Aubervilliers. Bon, la probabilité qu'on retrouve les bijoux, il se trouve qu'il y a un précédent. Il y a quasi 50 ans, on a volé dans cette même galerie d'Apollon l'épée de Charles X qui n'a jamais été retrouvée. Alors voilà pour le commando. Maintenant sur les responsabilités au sein du Louvre, qui bien sûr n'ont pas elles-mêmes organisé le braquage. Mais ce que raconte complément d'enquête, alors c'est vrai que ça avait été quand même largement documenté ces derniers mois, mais qu'en gros on est dans une espèce de faisceau de négligence, dans un contexte de passation de pouvoir compliqué dans ce musée qui est une espèce de ministère dans le ministère, un État dans l'État, un musée-monde, et que c'est une espèce d'enchaînement de manquer, de louper, qui explique pourquoi il a été possible d'opérer ce... Justement, vous parliez du vol de l'épée de Charles X en 1976, c'était exactement au même endroit, par la galerie d'Apollon, même porte-fenêtre, etc. Il y a un rapport, il y a plusieurs rapports qui ont montré les négligences du Louvre, mais il y avait eu un rapport qui avait été commandé par le précédent directeur du Louvre, Monsieur Martinez, et qui, donc un audit de sécurité, dont on a interviewé l'expert qui redécouvre quasiment 7 ans plus tard. Qui date de 2018. C'est le fameux rapport Van Cleef. Voilà, Van Cleef qui fait 17 pages, et sur 17 pages, la porte-fenêtre de la galerie d'Apollon est citée à 7 reprises. Donc effectivement, c'est vraiment noté comme étant le point sensible de tout le musée du Louvre. Il préconise plusieurs choses. Il dit qu'il faut absolument mettre des barrières infrarouges sur le balcon qui est devant la porte-fenêtre. Voilà. Il faut également changer la vitre de cette porte-fenêtre, parce que c'était des vitres qui n'étaient pas des vitres anti-effraction. Et puis, il fait une troisième préconisation, c'est de changer les vitrines à l'intérieur sur les présentoirs. Et en fait, sur ces 3 préconisations... Qui a été fait, les vitrines. Il y a uniquement les vitrines, mais voilà, pas de... Mais pas contre les disqueuses, sans fil. Alors, contre les disqueuses à l'époque, mais effectivement, comme la technologie avance vite, effectivement, à l'époque, ça résistait aux disqueuses, et plus aujourd'hui. En revanche, les autres, donc typiquement la barrière anti-effraction et la barrière infrarouge sur le balcon, c'est quelque chose qui aurait coûté quelques dizaines de milliers d'euros, ce qui est rien comparé au budget du Louvre qui est de plus de 300 millions d'euros annuels. Ça n'a pas été fait. Ça aurait permis de garder aujourd'hui, les autorités nous disent que ça s'est joué à quelques secondes près. Si il y avait eu soit le balcon qui avait été sécurisé, soit les vitres qui avaient été changées, on aurait peut-être pu garder ces quelques secondes. La séquence est assez dingue de l'expert qui relit son propre rapport 7 ans plus tard et qui hallucine d'à quel point il a lui-même décrit quasiment minute par minute la façon dont on pourrait procéder. Alors, Laurence Descartes, qui est la patronne démissionnaire du Louvre, qui avait présenté une première fois sa démission, qui a été refusée et qui finalement a quitté ses fonctions, que vous étriez quand même pas mal, Patricia, dans le livre, que vous présentez donc comme une pète sec, snob et pressée. Elle dit que ce rapport, elle n'en a eu connaissance qu'après le vol. Est-ce qu'elle est co-responsable de la situation qui a permis, d'une certaine façon, ce braquage? Il y a eu... les responsabilités sont assez partagées, mais moi, je constate qu'il n'y a pas eu que ce rapport. Enfin, il y a aussi l'état d'obsolescence du poste de contrôle de sécurité du Louvre, qui, ce jour-là, par exemple, il n'y a pas un écran de caméra, enfin, il n'y a pas une salle d'écran assez importante pour voir en temps réel toutes les images. Or, en bas, devant la galerie d'Apollon, à l'extérieur, une caméra a bien filmé. À 9h34, ce camion qui s'installe, les mecs qui montent sur la nacelle et tout. Sauf que l'agent, dans le PC de contrôle, qui ne peut pas... Ne l'a pas vu. Ben non. Et quand il a zoomé dessus, c'était à 9h38, c'est au moment où les mecs se barraient. Et ça...
ce PC sécurité, il est question depuis très longtemps d'en faire un autre. Avant Madame Descartes, le projet c'était d'en faire un grand dans le pavillon de Flore, et ça c'était en 2022, c'était avant les JO. Et en fait, quand Madame Descartes arrive en 2021, elle dit non mais c'est pas suffisant et c'est pas bien. Le PC sécurité à cet endroit dans le pavillon de Flore, ce n'est pas bien. Il faut le ramener à côté de la présidence, et tout a été comme ça. Ce qui fait que la rénovation, par exemple, de ce PC de sécurité, comme des toitures, comme de l'électricité et tout, ont été retardés. Et il y avait des schémas directeurs. Le mieux est l'ennemi du bien, en fait, c'est ça, d'une certaine façon. Voilà. Elle a voulu même pas faire de coordinateur plus. de sécurité. Là, il est question d'en nommer un, mais il n'y avait même pas de coordinateur de sécurité, ce qu'il y a dans normalement toutes les... Non, et on voit bien que la sécurité, la sûreté au Louvre était devenue la 5e roue du carrosse. À l'image de l'état du musée aujourd'hui, qui est d'une certaine façon victime un peu de son gigantisme et du fait d'être devenu, et vous le racontez dans le documentaire aussi, Tristan, un enjeu si politique. On se souvient que c'est là qu'Emmanuel Macron a célébré sa première victoire à la présidentielle. Le Louvre, ça dépasse les œuvres d'art qu'il contient. Voilà, il y avait ce fameux projet, donc le Louvre Nouvelle Renaissance, 1 milliard d'euros, quand on compare aux dizaines de milliers d'euros qu'auraient coûté les vitres anti-effraction. Effectivement, c'est ça, toutes les personnes... Un mot du projet pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, c'est un projet porté par Emmanuel Macron. Effectivement, qui vise en gros à mieux juguler la foule. À désengorger l'entrée principale. On mettrait donc la Joconde dans une salle au sous-sol. Ça pose question parce que voilà, c'est dans une zone inondable, et aussi créer une autre entrée du Louvre. Grande colonnade. De l'autre côté. Et voilà. Et ce projet a été initié par Madame Descartes, d'abord. Et elle a réussi à convaincre le président de la République de s'en emparer. Donc c'est lui qui l'a annoncé en janvier 2025. Et il était devant la Joconde. Devant la Joconde, voilà. Et ça, c'est un projet pharaonique dont Madame Descartes disait il va tout régler. Il va régler la rénovation, les toitures, l'électricité. Mais pas forcément, quoi. Et tout le monde est opposé à ça. Les parlementaires, les syndicats, la Cour des comptes. C'est vrai que les salariés, voilà, à chaque fois qu'on voulait régler un problème, on disait non, mais il y a le Louvre, Nouvelle Renaissance, les toilettes sont bouchées. Vous inquiétez pas, ce sera réglé en 2031 quand il y aura le Louvre Nouvelle Renaissance. Donc effectivement, ça a été. On s'est beaucoup projeté sur l'avant, sur ces grands projets artistiques, touristiques, etc., en oubliant peut-être les fondamentaux. Laurence Descartes, elle a sans doute commis des erreurs, mais elle a hérité aussi à sa décharge. Elle-même dit, elle reçoit sa lettre de mission à l'époque signée par Roselyne Bachelot, qui était ministre de la Culture, et elle a dit devant les parlementaires, écoutez, moi sur ma lettre de mission, elle fait 5 pages, le mot sûreté n'apparaît pas, et c'est vrai qu'on l'a récupéré cette lettre de mission. Alors il y a le mot sécurité, mais c'est pas tout à fait la même chose. La sécurité, c'est plus la prévention des accidents, mais la sûreté, c'est la prévention des actes de malveillance, donc les attentats ou les vols. Et pour le coup, ça, effectivement, c'est vrai que ça n'apparaît pas. Alors, Roselyne Bachelot, elle s'en défend en expliquant, attendez, évidemment qu'on s'occupe de la sûreté, c'est une évidence, mais clairement, ça n'était pas une priorité. C'était pas une priorité pour Madame Descartes, mais c'est une priorité pour personne. D'ailleurs, le rapport de la Cour des comptes, là aussi, qui étrille quand même pas mal la direction de Laurence Descartes, explique que la direction était plus occupée à organiser des opérations qui sont évidemment, on l'imagine, importantes pour un musée comme le Louvre, mais plutôt que gérer les problèmes un peu plus concrets. Le prestige, l'événementiel, l'achat de collections aussi. Donc ça, c'est dingue parce que 20% du prix du billet, en fait, qui est à 22 €, était réservé à l'achat d'œuvres. Et sauf que on est passé de 4 millions de visiteurs par an à 9 millions de visiteurs par an, et du coup, ça fait énormément d'argent pour acheter les collections. Et la Cour des comptes a calculé qu'en 8 ans, sous M. Martinez à la fin et Mme Descartes, il a été acheté 2750 œuvres, dont moins d'un quart sont exposées. En fait, le Louvre, il a 509 000 œuvres, dont seulement 35 000 exposées, et il faut payer pour les conserver. Donc, la Cour des comptes a dit, attendez, il faut consacrer moins d'argent, en fait, à l'achat de collections, ce qui semble être... le nouveau directeur du Louvre a l'air de dire, on va faire passer 12% seulement du prix du billet, pour acheter des œuvres, et le reste dans la rénovation. Donc, ils ont fait du bling-bling, ils ont fait de l'événementiel, du prestige, au détriment des travaux de
fond du Palais Royal qui a 8 siècles. Et ce qui est vraiment une singularité du Louvre, pour le coup, on a nous fait un petit comparatif en fait du budget d'achat de collection, budget d'achat d'œuvres comparé au budget de fonctionnement. Ouais. Quand on compare au musée d'Orsay ou à d'autres grands musées, alors certes qui sont plus petits que le Louvre, on est effectivement en proportion beaucoup plus élevée au sein du Louvre, mais ce qui s'explique aussi parce que c'est le musée le plus visité au monde et qu'on a des œuvres, quand on achète des œuvres de Rembrandt, c'est 150 millions d'euros, plus de 500 millions d'euros quand c'est Léonard de Vinci, donc forcément on est sur un musée qui aussi est l'espèce de vaisseau amiral des musées français et qui du coup assume mettre une grande part de ses investissements dans les achats d'œuvres. Alors la commission d'enquête parlementaire s'est montée après le vol pour essayer de tirer au clair ce qui s'est passé au Louvre, mais aussi que ça ne se reproduise plus, parce qu'on parle beaucoup bien sûr du cambriolage du Louvre, mais vous le rappelez Patricia dans votre livre, il y a eu ces derniers mois des cambriolages en série. Oui, dans les musées, 7 entre septembre et octobre 2025. Muséum d'histoire naturelle. 6 kilos de pépites d'or au Muséum d'histoire naturelle. Musée de Limoges le aussi, musée Saran, oui, de la porcelaine à Limoges. Le musée Jacques Chirac à Saran, où là, ce sont des montres et des cadeaux qui lui avaient été offerts en or qui ont été volés. Et en 2024, qui avait déjà eu le début de ce phénomène, c'est-à-dire en nombre, c'est pas énorme. Il y a eu 23 vols en 2025 dans des musées contre 19 à peu près les années précédentes. Mais ce qui a changé, c'est les modes opératoires qui sont de plus en plus violents et les cibles aussi. Ce que ça dit, c'est que aujourd'hui, voler la Joconde, ça a peut-être moins d'intérêt que les bijoux de la couronne. Exactement, parce qu'il y a de l'or. Il y a des petits mecs qui avaient volé à Nantes, au musée d'Aubray, le reliquaire d'Anne de Bretagne, qui contenait son cœur. Pourquoi ? Parce qu'il fait 500 grammes en or. 500 grammes. Mais voilà, et ils ont volé ça, plus des pièces d'or, plus une statuette en or. C'est pas le cœur qui les intéresse. Non. Et c'est ça, on parlait tout à l'heure pour revenir sur les responsabilités multiples. Effectivement, alors il y a eu les rapports des années 2010 montrant comment le cambriolage pourrait arriver, mais il y a eu aussi, lors de cette série de cambriolages, en septembre dernier, septembre 2025, la préfecture de police, un rapport qui avait été révélé par Le Monde à l'époque, la préfecture de police avait dit attention, il se passe quelque chose, on a nos musées qui sont attaqués, il faut faire quelque chose qui alerte le ministère de la Culture, et au ministère de la Culture, il n'y a pas de mesure spécifique qui est prise. Oui, et ça c'est le 29 août 2025, et la préfecture de police de Paris dit au Louvre, votre poste de contrôle de sécurité est totalement obsolète, et vous ne ferez pas face à un gros événement. Les alertes n'ont pas été écoutées jusqu'au bout, entendues jusqu'au bout. Donc la commission d'enquête rend son rapport aujourd'hui. On va écouter ce qu'en dit l'un des co-rapporteurs de la commission d'enquête, le député écologiste et social Alexis Corbière, député de Seine-Saint-Denis. Former les agents. Alors moi j'insiste beaucoup là-dessus. Les agents, vous savez, on confie parfois ce qu'on a de plus précieux à des gens qui sont extrêmement précarisés. 1400, 1600 euros, c'est épuisant aussi. Savez-vous aussi qu'il y a ce qu'on appelle la MISA, la mission d'information sur la sûreté, la sécurité et l'audit, qui sert normalement à donner un audit sur la sécurité des 1218 musées de France. Eh bien, vous savez, c'est 3 personnes, plus 2 récemment, 5 personnes pour 1200 établissements. Vous voyez bien que là, il y a un problème. Voilà, Alexis Corbière ce matin chez nos confrères de France Inter, une quarantaine de recommandations de la part de cette commission d'enquête parlementaire. Des évidences, on a envie de dire, mais c'est vrai qu'on intervient après, c'est facile à dire après coup, il y a qu'à Faucon, augmentation des moyens alloués à la sécurité, meilleure formation des agents de sécurité. On l'a vu dans l'extrait qu'on a passé de complément d'enquête au début de cette édition, il ne s'agit pas de donner des pistolets à tous les agents de sécurité du Louvre. Et c'est des évidences, mais en fait, ce cambriolage était tellement évident qu'effectivement, on rappelle presque des fondamentaux. Donc typiquement, on parlait tout à l'heure du mot sûreté qui n'était pas dans la lettre de mission. Effectivement, il préconise que ce soit obligatoire qu'il y ait un chapitre sur la sécurité et la sûreté. Donc effectivement, ça paraît dérisoire et ridicule, mais effectivement, si on ça va mieux en le disant, des choses totalement basiques, on aurait peut-être pu éviter ça. Oui, franchement. Augmenter la sécurité numérique contre les cyberattaques, c'est aussi une des pistes du rapport. C'est quand même important, parce que je crois qu'au Muséum d'histoire naturelle, il y
y avait eu un piratage juste avant le vol des 6 kilos de pépites d'or. Donc l'alarme n'a pas transmis. Et ça c'est sûr. Et aussi, quand même, dans leur rapport, là, les députés disent qu'il faut en finir avec l'hyper-présidence, l'État dans l'État, plus de contrôle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le directeur du Louvre ou la directrice est nommé directement par le président de la République. Les députés disent il faut arrêter ça, il faut quelque chose de plus transparent. Et effectivement, Laurence Descartes a été nommée par Emmanuel Macron, qui portait ce fameux projet Louvre Nouvelle Renaissance. Et effectivement, est-ce qu'elle s'est sentie obligée de mettre toutes ses forces, tout son budget là-dedans pour obéir à la volonté présidentielle? Oui, effectivement, en tout cas, dans les préconisations, il y a une volonté de rendre les décisions un petit peu plus collégiales, qui est, je ne sais pas si ça solutionnerait tout, mais qui est peut-être des parlementaires dans les conseils d'administration. Oui, alors ça je trouve est-ce que c'est ça il a envie, Alexis Corbière, de pouvoir être dans Est-ce que c'est ça qui va empêcher des futurs cambriolages, la présence de députés dans les communes, dans les conseils d'administration? C'est la recommandation de trop. On ne va pas mettre des parlementaires mais les directeurs, dans tous les... ne seraient plus nommés par le président, mais par le conseil d'administration. Et il y a peut-être une préconisation pareille qui peut paraître évidente, mais qui c'est du bon sens, mais ça aurait pu, en tout cas, peut-être changer les choses. C'est le fait que les audits de sécurité soient systématiquement remontés au ministre de la Culture. Parce que là, on est quand même au cœur du sujet. C'est-à-dire que cet audit, ce fameux audit dont tout le monde a parlé de 2019, Monsieur Martinez, ancien président du Louvre, on a eu connaissance. Bon, il a changé deux, trois petites choses, pas suffisamment. Et ensuite, il a été remplacé par Laurence Descartes en 2021. Laurence Descartes dit, elle le dit devant les parlementaires, moi j'ai halluciné quand j'ai vu ce rapport qui décrivait quasiment au millimètre près ce qui allait être fait par les voleurs. Pareil, tous les ministres et toutes les ministres, Roselyne Bachelot, Rima Abdul Malak, Rachida Dati, expliquent qu'elles l'ont découvert a posteriori, après le cambriolage. C'est vrai que s'il y avait eu obligation de transmettre, surtout quand il était tellement alarmant que ce rapport, qu'effectivement se dire que la tutelle, le ministère de la Culture aurait pu être prévenu, c'est quelque chose qui pourrait peut-être essayer d'éviter des fiascos aussi énormes. On n'arrivera jamais à éviter tous les cambriolages, mais peut-être un cambriolage aussi évident et facile. Vous qui connaissez bien ces milieux, Patricia, ça les impressionne des commissions d'enquête. Les voleurs s'adaptent en permanence. Plus vite que les commissions d'enquête parlementaires. Et voilà. Mais quand même, le but, c'est pas de transformer les musées en coffre-fort. Ils pourront jamais être aussi sécurisés que des bijouteries de la place Vendôme ou d'ailleurs. Mais le truc, c'est de retarder les voleurs. Donc c'est avec des petites choses, parfois comme cette barrière infrarouge, si elle avait été sur le balcon de la porte-fenêtre, comme une vitre un peu plus épaisse sur la porte-fenêtre. Ce sont des choses comme ça, des plots de mise à distance à l'extérieur qui auraient empêché un camion de déménagement de se garer à contresens. Ce sont des choses de bon sens qui coûtent pas forcément très cher, mais à mettre en place pour retarder les voleurs. C'est le seul truc. En tout cas, sans être spécialiste du Louvre, il suffit, et j'y étais encore à titre personnel il y a quelques semaines, de se balader dans le musée pour se rendre compte à quel point le musée est fatigué, à quel point son personnel est fatigué. D'ailleurs, il a multiplié les grèves partielles de certaines salles du musée depuis le vol. Et il y a quelque chose d'assez un peu schizophrénique, parce que pendant qu'on enquête, pendant que cette galerie d'Apollon est toujours fermée, et c'est comme ça que commence le sujet de complément d'enquête, les gens prennent des photos des barrières devant la galerie, le musée continue, toujours surfréquenté, la Joconde n'en finit plus d'avoir des dizaines de milliers de personnes chaque jour, le business continue as usual, et là tout de suite maintenant, il n'y a pas vraiment de grand changement au niveau sécurité au musée. Alors, quand même, ils ont érigé des grilles, ils ont mis des plots de mise à distance à l'extérieur devant la façade. C'est un pansement, quoi, pour l'instant. Oui, mais parfois des petits pansements peuvent... là, il faut faire une rénovation en profondeur et sur la sûreté, des équipents de sûreté. En tout cas, pour le personnel, et notamment les syndicalistes que vous avez interviewés, là, c'est... Mais oui. Effectivement, ils enragent un peu parce qu'ils expliquent que ça fait 10 ans qu'on alerte là-dessus et il se passe exactement ce qu'on n'imaginait pas dans nos scénarios les plus noirs. Quoi. Donc, ils prédisaient la catastrophe, les agents. Et sans arrêt, on les taclait. On disait, vous avez des supérieurs pour ça, dites-le à vos cadres. Mais comme dit Sophie, la gardienne, qui a 36 ans de métier quand même, Sophie, elle dit, mais c'est nous qui sommes en première ligne, c'est pas le cadre. Donc on alertait. Et les agents disaient, c'est malheureux, mais il faudrait qu'une catastrophe arrive pour que la direction prenne en compte ce qu'on dit. Et hélas, la catastrophe
savaient pas que ce serait un vol. Ça aurait pu être un incendie ou autre chose, une inondation, je ne sais quoi. Mais en tout cas, la catastrophe, elle est arrivée. Vous dites inondation parce qu'on parle du trafic des biens culturels, qui est aujourd'hui le 3e trafic au monde derrière les armes et la drogue. D'après l'UNESCO. Ouais, on pourrait penser que la Joconde dort tranquille et avec elle nombre de chefs-d'œuvre du Louvre, mais il y a des risques naturels et l'inondation notamment. Mais bien sûr, et là, de prévoir cette salle avec 22 mètres carrés de parcours en souterrain, sous le Louvre, pour accéder à la Joconde, c'est hyper risqué. C'est en zone inondable, il y a les crues de la Seine, il y a les égouts, il y a 3 lignes de métro qui passent en dessous. Et ce projet a été lancé au départ, et la Cour des comptes le dit, sans études. Donc les études sont faites postérieurement. Mais il y a un architecte qui s'exprime dans le complément d'enquête qui dit c'est hyper risqué, quoi. Tristan ? Non, et même des ministres, enfin, j'ai interviewé Roselyne Bachelot, ancienne ministre de la Culture, qui a été ministre de la Culture d'Emmanuel Macron, et qui elle-même se dit qu'effectivement, c'est pas forcément une bonne idée. C'est encore une fois beaucoup d'argent dans un musée qui souffre de la surfréquentation. Il y a 9 millions de visiteurs annuels aujourd'hui. Le projet Louvre Nouvelle Renaissance, ce serait passé peut-être à 12, voire 15 millions de visiteurs. Et on sait que tout ça, mécaniquement... 12 millions par an, c'est énorme. Mais mécaniquement, ça fatigue énormément à la fois les œuvres d'art, mais aussi les infrastructures. Fatiguer les œuvres d'art. Et d'ailleurs, on parlait de la Joconde. Tout n'est peut-être pas perdu pour les bijoux de la couronne, car la Joconde a été volée, mais retrouvée. Qui sait. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus ce matin sur ce plateau. Le casse du Louvre, dans les coulisses du musée mythique. Patricia, on vous lit dans le Seuil, voilà, et vous écrivez comme vous parlez. C'est magique, c'est fantastique. Tristan Valex, dans les coulisses du casse du siècle, un numéro de complément d'enquête co-signé de Pierre-Stéphane Faure, Henri Dreyfus et Marielle Crook. À revoir sur le site de France Télé. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. À bientôt. Une émission à revoir en replay, réécoutée en podcast. On se retrouve juste après la pause.